Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Paul Kagame, a salué l'engagement de celles et ceux qui œuvrent pour la sécurité du Rwanda et des Rwandais, soulignant que cette réussite est également le fruit de la contribution des citoyens. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de ses vœux aux différentes personnalités, tant rwandaises et qu'étrangères. Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. En présentant ses vœux aux différents convives, aussi bien rwandais qu'étrangers vivant au Rwanda, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que l'année écoulée a été riche en réalisations positives et motif de satisfaction et de fierté pour le Rwanda. Il a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué, chacun à son niveau, au progrès enregistré par le Rwanda. Nous avons beaucoup réalisé, nous devons nous en féliciter. Et il convient pour le faire de songer d'abord aux acteurs de tout cela. Je vous remercie, vous qui avez servi votre pays, nous permettant de beaucoup réaliser, on espère bien d'autres encore, en 2026. L'année 2025 a été particulièrement marquante pour le Rwanda, notamment en tant que premier pays africain à avoir accueilli le championnat du monde de cyclisme sur route de l'UCI. À ce sujet, le président de la République a souligné que ces succès ont été possibles grâce à la sécurité dont jouit le Rwanda, une sécurité à laquelle chacun a contribué, du simple citoyen aux forces de sécurité. Dans ce contexte, le chef de l'État a rendu un hommage appuyé à toutes les personnes engagées dans la protection de la sécurité du Rwanda et des Rwandais. N'est-ce pas que je vous ai dit la fois passée de vous reposer tranquillement? Mais là encore, je ne signifiais pas de dormir tout simplement. Il s'agissait de dormir au moment qui convient. Car il y a aussi le temps de travailler, comme vous le faites, et bien d'autres encore. Cette sécurité m'oblige à rendre hommage à toute la population à travers tout le pays. Sa contribution à cette sécurité est énorme. Vous imaginez qui je dois remercier après. Ce sont ces jeunes filles et jeunes gens, vos proches, vos frères et sœurs, qui se dépensent jour et nuit, certains même allant jusqu'au sacrifice de leur vie pour que la vôtre soit possible. Ils se sacrifient pour que votre vie puisse continuer. Vous comprendrez combien c'est louable. Et en votre nom et au nom des autres qui ne sont pas ici, je voudrais les remercier énormément. Et quant aux familles de ces jeunes qui devront célébrer les fêtes à leur absence, car ils se sont sacrifiés pour que votre vie puisse continuer, eh bien je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous nous associons à elles. Le président Kagame a également exhorté la jeunesse à mettre en profit son énergie et son potentiel pour construire et participer activement au développement du pays. Du reste, quant à vous jeunes qui êtes ici, saviez-vous que vous êtes majoritaire par rapport à toute la population rwandaise? Si 75% de la population sont âgés de moins de 30 ans, c'est un atout considérable. Nous devons faire de cet atout une culture et de bonnes réalisations afin de vous construire vous-même et de construire le pays par après, car vous ne pouvez pas bâtir le pays sans commencer par vous-même. C'est ce que je vous demande et je vous souhaite. Ne baissez pas de garde.
mukomerezaho. Lors de cette cérémonie de clôture de l'année 2025, le président Kagame et la première dame Jeannette Kagame ont accueilli plus de 2000 invités, parmi lesquels des responsables des institutions publiques, des acteurs du secteur privé, des diplomates accrédités au Rwanda, des jeunes ainsi que des professionnels issus de divers secteurs. Des écrivains, des chercheurs spécialisés dans l'histoire du génocide, ainsi que des analystes politiques ont estimé que les discours de haine visant des groupes ethniques tenus par certains responsables de la région risquent de provoquer de graves tragédies pouvant conduire au génocide. Jean Damascène Manichim nous fait le point. L'interview accordée par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, à la télévision nationale congolaise, le 27 décembre, continue de susciter de vives réactions et condamnations de la part des différentes couches de la population. Le message véhiculé est jugé dangereux et susceptible de mettre en péril la communauté Tutsi vivant en République démocratique du Congo. L'écrivain et chercheur sur l'histoire du génocide, Tom Ndahiro, n'hésite pas à affirmer que ses propos présentent de fortes similitudes avec ceux publiés autrefois par le journal Kangura, qui avait servi de vecteur de propagation de la discrimination et de la division ayant conduit au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda il y a de cela 31 ans. Il a tenu des propos similaires à ceux publiés dans le journal Kangura numéro 46, paru en juillet 1993. Cette rhétorique révèle qu'ils ont non seulement infiltré les FDLR au sein de l'armée nationale, mais qu'ils ont également pleinement adopté la même idéologie génocidaire. S'il avait utilisé un tel langage ailleurs, il aurait été immédiatement traduit en justice à sa sortie du studio. Or, cela n'a pas été le cas. Le fait que de tels discours soient tenus publiquement sous le regard du monde entier, poursuit Tom Ndahiro, démontre un refus d'écouter les appels de détresse des personnes ciblées uniquement à raison de leur identité. Une analyse est partagée par l'avocate Kabasinga Florida, ancienne procureure au tribunal pénal international pour le Rwanda, qui établit un lien entre ses propos et ce qui incitait au génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas un langage qui condamne le génocide, mais bien un langage qui l'incite. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est le silence des médias internationaux sur cette question. Des propos similaires avaient déjà été entendus en République démocratique du Congo dès 1998, notamment de la part d'un certain Yelodi Ndombasi. Je dispose d'un ouvrage qui documente la récurrence de ce type de discours de haine au fil du temps. Il y a également les déclarations de Justin Bitakwira, mais sans qu'aucun véritable suivi n'ait été assuré. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies demeure silencieux malgré la gravité de la situation. Il aurait dû se réunir en session d'urgence immédiatement, car les propos tenus constituent une tragédie et appellent une réponse ferme et déterminée. Si la justice congolaise ne poursuit pas son porte-parole, alors les juridictions internationales devraient intervenir, car ces déclarations relèvent des faits pénalement répréhensibles. Il est impératif que cela soit reconnu comme tel. Et pourtant, des organisations internationales, telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, l'Union africaine et d'autres sont restées, et dans une large mesure, silencieuses face à cette question cruciale. Une situation d'autant plus alarmante que le langage employé par certains dirigeants contient clairement des éléments d'idéologie génocidaire et d'incitation à la haine. De son côté, l'avocat et analyste politique Maître Aloïse Mutabingwa estime que ce type de discours constitue une explication du contexte ayant conduit à l'émergence du mouvement M23 composé de Congolais revendiquant leurs droits. Twibukiranye ko amasezerano harimo na Washington nariya yakomeje gusinywa i Doha yose akomeza gushishikariza impande zirebwa n'iki kibazo. Il convient de rappeler que tous les accords, y compris l'accord de Washington et l'accord de paix de Doha, appellent toutes les parties impliquées à s'abstenir de tout discours provocateur.
Or, les déclarations auxquelles nous assistons vont bien au-delà de simples propos incendiaires. Ils incitent activement au génocide et désignent explicitement les victimes visées. Il ne s'agit pas seulement d'un crime contre l'humanité, c'est un génocide en cours d'orchestration et de planification. Cette situation perdure depuis un certain temps. Ces discours qualifiés d'idéologie génocidaire dépassent désormais la région des Grands Lacs et l'Afrique de l'Est. D'après les analystes, ils doivent être condamnés avec la plus grande fermeté afin d'éviter leurs conséquences désastreuses. C'est une question extrêmement préoccupante, car l'idéologie génocidaire est en train de se propager. Il a dépassé le Rwanda et s'étend désormais à des pays voisins. Il s'agit d'un phénomène que nous devons condamner avec la plus grande fermeté et face auquel nous devons élaborer des stratégies efficaces afin d'empêcher qu'il n'atteigne son objectif. Le fait que le génocide contre les Tutsis ait eu lieu au Rwanda en 1994 et que aujourd'hui des actes similaires soient commis en République démocratique du Congo contre les Congolais parlant le Kinyarwanda, tandis que la région reste en grande partie spectatrice, constitue un problème grave qui ne devrait en aucun cas être toléré. Par ailleurs, le ministre rwandais des Affaires étrangères, de la coopération internationale, ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ainsi que le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, figurent parmi les différentes personnalités qui ont condamné sur la plateforme X les propos du porte-parole de l'armée congolaise, les qualifiant de discours discriminatoires, mettant en danger les locuteurs du Kinyarwanda appartenant à la communauté Tutsi de la République démocratique du Congo. L'année 2025 a été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. La prise des villes de Goma et Bukavu par le mouvement AFC 23 a provoqué une onde de choc régionale et internationale. Ces événements ont eu des répercussions directes sur la sécurité du Rwanda avec des attaques menées par les FARDC ayant causé des pertes humaines. Suivez en images tout ce qui a été fait durant cette année 2025. L'année 2025 a été marquée par une forte dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. La prise des villes de Goma et Bukavu par le mouvement FCM23 a provoqué une onde de choc régional et international. Ces événements ont eu des répercussions directes sur la sécurité du Rwanda avec des attaques menées par les FARDC et a causé des pertes humaines. Comme rassure le brigadier général Donald Wivanga, le porte-parole du côté des forces de défense du Rwanda. Ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda. Les forces de défense du Rwanda rassurent la population que la sécurité du pays et son intégrité territoriale sont pleinement garanties et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir toute attaque transfrontalière. Dans le contexte de la chute de Goma, plusieurs combattants des FDLR, des Wazalendo ainsi que des FARDC ont trouvé refuge au Rwanda. Le pays a également accordé un corridor sécurisé à des mercenaires étrangers engagés aux côtés du gouvernement congolais. À la petite barrière, nous avons été accueillis, désarmés, contrôlés, puis conduits dans des lieux sécurisés où nous avons reçu l'eau et pu nous reposer. Parmi les groupes autorisés à transiter figurent également les forces de la SADC, soupçonnées de préparer des actions hostiles contre le Rwanda. À l'occasion du 30e anniversaire de la libération, le président Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda ne tolérerait aucune tentative de déstabilisation. The issue was not about fighting so-called FCM23, it was aimed at Rwanda. Le problème n'était pas la FCM23, mais une tentative d'attaque contre le Rwanda. Ceux qui ont choisi de renoncer ont été sécurisés. Mais toute agression directe aurait été neutralisée sans hésitation. Sur le plan diplomatique, un événement majeur a marqué l'année. Le 17 mars 2025, le Rwanda a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique.
La veille, lors d'une rencontre avec les habitants de Kigali, le président Kagame avait dénoncé le rôle historique et actuel de la Belgique dans les tragédies du Rwanda, y compris le génocide contre les Tutsis de 1994. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa. La Belgique a détruit le Rwanda, son peuple, son histoire, et continue de revenir sans assumer ses responsabilités. Lors du lancement de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis, le chef de l'État a également dénoncé plus d'un siècle d'ingérence belge, rejetant toute tentative de faire porter au Rwanda le poids ou le fardeau des problèmes sécuritaires de la RDC. Dans la recherche de solutions durables à la sécurité régionale, des principes de base ont été signés en avril pour la paix dans la région des Grands Lacs. 2 mois plus tard, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC ont signé à Washington un accord de paix et de développement sous l'égide des États-Unis. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, a souligné que cet accord mettait un accent particulier sur le démantèlement définitif des FDLR, principale menace pour la sécurité du Rwanda et de la région. Ces engagements ont été renforcés le 4e décembre par la signature d'accords de paix et de coopération économique entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sous la médiation du président américain Donald Trump, le Rwanda a salué une médiation équilibrée, renforçant la confiance entre les deux parties. Le Rwanda s'est également distingué comme une destination de référence pour les grands événements internationaux, en accueillant le championnat du monde de cyclisme sur route UCI 2025, une première historique sur le continent africain. Comme l'a indiqué M. David Lapartien. It's the first time in 125 years that the UCI Road World Championship. Pour la première fois en 125 ans, le championnat du monde du cyclisme se tient en Afrique, ici au Rwanda. C'était un moment historique que nous n'oublierons jamais. Lors de ces congrès, le président Kagame a rappelé que le sport doit être fondé sur l'équité et que tous les pays doivent avoir les mêmes chances d'accueillir les compétitions internationales. The main rule of any sport is fairness. We are here today. Le principe fondamental du sport est la justice et l'équité. Aucun pays ne doit être exclu de ces opportunités. Enfin, la sécurité intérieure est restée une priorité. Le chef de l'État a salué le professionnalisme et le dévouement des forces de défense et de la police nationale de la protection des citoyens. Nos forces de sécurité servent le pays avec engagement et discipline. Ce sont les forces que j'avais vues depuis longtemps avoir. L'année 2025 s'achève ainsi sur un Rwanda diplomatiquement renforcé avec un réseau international élargi et l'ouverture de nouvelles ambassades, confirmant sa vision de coopération, de stabilité et de partenariat international. Le ministère rwandais de l'Éducation a démis de leurs fonctions plus de 890 chefs d'établissements scolaires et parmi d'autres fonctionnaires, à environ 5000 responsables scolaires qui ont été évalués. Cette évaluation visait à exprimer la qualité de la gouvernance des écoles. Le directeur du département du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'organe rwandais de l'éducation de base, Léon Mugenzi Naokuriria, nous explique ici le contexte de cette évaluation, ses avantages ainsi que les actions à poursuivre afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Le ministère de l'Éducation, depuis l'année passée, a organisé l'évaluation des chefs d'établissement dans tout le pays. Nous avons évalué plus de 5277 chefs d'établissement et les préfets des études et les préfets des disciplines. L'objectif principal était juste de voir en quelle qualité la direction d'une école justement est organisée. Je me rappelle que quand on parle de la gestion d'un établissement, on fait appel à 5 standards que nous prévoyons justement avoir dans nos écoles. Et juste pour voir si le chef d'établissement a une vision d'une école,
Et bien sûr, avoir une vision d'une école, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir aussi la capacité de diriger les enseignements, de diriger, bien sûr, non seulement les enseignements, mais le processus d'enseignement-apprentissage en général. L'objectif était juste l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays, parce que nous avons vu qu'en fait, il y a un lien très étroit entre la bonne gestion d'une école et la bonne réussite des étudiants ou des élèves. C'est que nos écoles ne sont pas dirigées de la même façon. En fait, il y a des chefs d'établissement qui sont, je dirais, qui dirigent très bien des écoles, je dirais, de façon excellente. Et ça se voit quand on regarde les résultats justement des examens nationaux et bien sûr aussi la discipline qui doit régner dans toutes les écoles. Parce que vous savez très bien que le chef d'établissement ne dirige pas seulement une école comme sa famille, mais il dirige une école comme une entreprise, une organisation qui a justement des lois. Et une leçon à tirer encore, c'est que le chef d'établissement devrait être responsable d'un processus d'enseignement-apprentissage. Responsable aussi de tout ce qui se passe dans une école. Ce n'est pas seulement par rapport à l'enseignement-apprentissage, comme je vous ai dit, mais bien sûr, il faut qu'il regarde ou elle regarde tout ce qui est aux alentours pour voir exactement comment l'école fonctionne. Donc, je dirais que la leçon, c'est que pour la suite, il faudrait bien sûr être conscient, être sérieux dans son travail comme chef d'établissement. Ceux qui sont concernés actuellement, et ils sont au nombre de à peu près 890. Ça veut dire qu'il y a parmi les 890, nous avons 88 qui sont des préfets de discipline. Nous avons 224 les préfets des études. Nous avons aussi les 349 chefs d'établissement d'école primaire, mais aussi nous avons 229 des chefs d'établissement d'enseignement secondaire. Au total, c'est au nombre de 890. Et ça nous donne justement aussi un pourcentage de 17% par rapport à ceux qui ont été évalués en général. 17% pour nous, ce n'est pas, je dirais, catastrophique, parce que nous devons quand même travailler avec nos partenaires, notamment les districts, justement pour faciliter nos chefs d'établissement de travailler comme il faut. Donc, je dirais que ce qui, concernant la réaffectation, comme vous avez posé la question, la réaffectation est prévue. Les enseignants, les chefs d'établissement qui deviendront justement enseignants, ils seront affectés dans les différentes écoles suivant leur profil. Bien sûr, on ne peut pas prendre quelqu'un qui était un chef d'établissement juste pour aller enseigner les mathématiques alors qu'il avait ou l'a étudié par exemple les langues. Non, ils vont enseigner ceux qui ont appris à l'université ou à l'école en général. Donc, ils seront affectés. Nous pensons qu'avant le début du deuxième trimestre, cette liste sera disponible pour savoir exactement où est-ce que je vais enseigner si j'étais un chef d'établissement, si j'étais préfet des études de discipline. Donc ça, c'est déjà prévu. Le ministère de l'Éducation a prévu justement 2 voies pour remplacer ces chefs d'établissement qui deviendront justement enseignants. La première voie, c'est que nous devons en fait, je dirais, déployer les nouveaux chefs d'établissement parce que nous avons une liste de 500 qui sont sur la liste d'attente, mais aussi nous sommes en train de travailler avec les différents districts justement pour
trouver ceux qui vont assurer l'intérim. Moi, je pense qu'avec le 5 janvier l'année prochaine, nous pensons que toutes les écoles seront dirigées, auront justement les chefs d'établissement, que ce soit ceux qui seront déployés comme nouveaux chefs d'établissement, mais aussi ceux qui joueront un rôle qui assurera justement l'intérim. Comme je vous ai dit, un chef d'établissement peut être remplacé par un enseignant dans cette école qui est compétent, qui travaille bien, qui peut assurer l'intérim avant que justement nous engagions un autre processus de recrutement. Et nous pensons qu'avec le mois de janvier, nous commencerons justement le recrutement des nouveaux chefs d'établissement. La première leçon positive, c'est que tout d'abord, les chefs d'établissement sont conscients actuellement de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent gérer un établissement, une école, en tant qu'une organisation. En fait, nous avons observé que parmi les chefs d'établissement qui ont été évalués, il y a ceux qui disent « Vraiment, moi, je ne suis pas capable de continuer à diriger une école ». Il y a ceux qui ont demandé au départ qu'ils aimeraient bien être enseignants. Donc, je dirais qu'ils ont démissionné sur ce poste de chef d'établissement pour être enseignant. Donc ça a été vu, donc ce n'est pas quelque chose de secret. C'est pour nous une leçon très positive parce que tout le monde peut ne pas être capable de diriger une école, mais peut-être être un bon enseignant. C'est possible. Donc, ça, on a déjà observé ça, et ça, c'est en tant que ministère de l'Éducation, nous pensons que nous allons continuer à travailler avec nos écoles, les partenaires, différents partenaires, pour toujours la meilleure gestion de nos écoles et surtout l'amélioration de la qualité de l'éducation et le processus d'enseignement-apprentissage en général. En fait, j'ai deux messages pour ces deux catégories de personnes. Le premier message, c'est pour ceux qui vont être, je dirais, ou bien ceux qui vont devenir enseignants, alors qu'ils étaient chefs d'établissement. Tout d'abord, il faut qu'ils aient justement ce sentiment de travail. Le ministère de l'Éducation, en fait, en faisant ce changement, ces réformes, ce n'est pas pour les jeter à côté, non pas du tout. C'est pour les aider à bien travailler. En fait, ceux qui vont devenir enseignants, ils prendront le temps, ils auront le temps de se regarder, de faire ce qu'on peut appeler introspection, pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Alors, après un certain moment, si un chef d'établissement est devenu enseignant, pourquoi pas, s'il a bien travaillé, il a bien vu, il a bien étudié, il a bien tiré la leçon de ce qu'il n'a pas fait, à un certain moment, il peut dire, maintenant, je comprends, je peux ou non pas encore chercher à être un chef d'établissement, pourquoi pas. Pour ceux qui restent justement dans leur position comme chef d'établissement, tout d'abord, c'est pour leur dire que avoir plus de 70%, cela ne suffit pas parce que chaque 3 ans, donc après 3 ans, on va faire encore une autre évaluation. Pour dire, le message, c'est qu'ils doivent travailler jour et jour, jour et nuit, juste pour l'objectif principal d'améliorer la qualité de l'éducation. Il ne faut pas qu'ils se disent, nous, c'est fini, nous avons réussi, nous sommes chefs d'établissement à vie. Pas du tout. On n'a pas de chefs d'établissement à vie. En fait, nous avons des chefs d'établissement qui doivent assurer les responsabilités, qui doivent savoir que, en fait, ils doivent être responsables de ce qui se passe à l'école et aux alentours, bien sûr, et travailler avec la communauté. Et j'insiste sur ça parce que ceux qui ont bien réussi, en fait, ils ont un secret
non seulement de travailler avec les enseignants, mais aussi avec les parents, mais avec la communauté, avec la communauté locale. Donc ça, c'est un secret en fait de bien réussir et d'avoir des bons résultats des élèves. Et c'est sur cette interview que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.